Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la durabilité, au développement durable. Donc, nous allons commencer cette présentation qui, j'espère, vous intéressera. Et nous allons commencer tout de suite par nous présenter. Donc, Lionel, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, donc mon nom est Lionel Witkowski, je suis le président de Trilux France. Les sujets RSE me passionnent et le développement durable, donc ça fait plusieurs années que je suis au sein du groupe, un des experts de développement durable. Et je regarde maintenant derrière moi 40 ans de travail dans l'éclairage. Donc, nous ferons aujourd'hui le lien en permanence entre le monde de l'éclairage et, bien entendu, le développement durable et les développements qui sont en cours politiquement ou techniquement parlant. Merci. Et toi, Eric, tu es aussi depuis longtemps… Oui, tout à fait, depuis 1990, où j'ai exercé plusieurs métiers. Aujourd'hui, je suis directeur de l'offre produit. Je suis également en charge de l'académie pour les formations internes et externes. Et je gère également le pricing pour Trilux France. Voilà pour les présentations. Donc, on va commencer ce webinaire du développement durable. Et c'est un sujet passionnant dont on entend beaucoup parler actuellement, mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver entre les termes, les abréviations. C'est l'objectif de ce séminaire, vous donner une vision claire du développement durable et de l'implication de la société Trilux dans ce domaine. Il faut savoir que le développement durable est un des piliers stratégiques de Trilux depuis plusieurs années. Alors, le sommaire, nous allons l'évoquer ensemble, le lire ensemble, c'est 5 thèmes importants. Donc, je vais rappeler ce qu'on appelle les fondamentaux du développement durable. Lionel vous parlera de comment limiter les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle communément la décarbonation. On parlera également de comment préserver les ressources naturelles, c'est le principe de l'économie circulaire. Les fiches EPD, qui est un sujet important pour beaucoup de monde. Et puis, on vous parlera bien sûr de l'implication de Trilux dans ce domaine du développement durable. Et on essaiera de faire une conclusion à la fin de ce webinaire. Alors, les fondamentaux du développement durable. Il y a quelques points importants. Le premier, bien sûr, c'est le réchauffement climatique. C'est un sujet ultra commenté depuis plus de 40 ans. Les rapports du GIEC sont alarmants. Le GIEC, c'est un groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et il est clair que depuis 40 ans, l'élévation de la température ne cesse d'augmenter. Une des causes principales, c'est les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, surtout dû à l'extraction et la consommation des énergies fossiles. Il y a 10 ans, en 2015, à la COP 21 de Paris, on s'était engagé à ne pas dépasser les 1,5 degrés par rapport à une moyenne des années 1850-1900. Aujourd'hui, cet objectif ne pourra pas être atteint. Donc, on espère tous ne jamais dépasser les plus de degrés, mais on voit qu'il y a déjà des conséquences dramatiques, et on en entend beaucoup parler à la télévision, sur les différents médias. C'est la diminution ou la fonte des glaciers, c'est l'élévation du niveau de la mer, c'est les tempêtes, les inondations, les ouragans à répétition, c'est aussi l'acidification des océans. C'est dramatique pour la faune et la flore, et c'est la destruction d'écosystèmes qui engendre la disparition de bon nombre d'espèces depuis déjà de nombreuses années. Donc, c'est réellement ce réchauffement climatique un problème majeur pour la biodiversité, qu'elle soit marine ou terrestre. Deuxième sujet important qui revient également et qui nous concerne à multiples égards, c'est l'épuisement des ressources naturelles. Alors, les ressources naturelles, c'est des éléments physiques que l'on retrouve dans la nature, et ils sont au nombre de 5. C'est les ressources énergétiques, c'est le gaz, le pétrole, le charbon. Ce sont les minéraux métalliques, le cuivre, le fer, l'aluminium, mais également les terres rares. Et là, ça va poser un problème
pour notre profession, qui utilisons également des matériaux avec des terres rares. Ce sont des minéraux non métalliques, ça peut être du gravier, du sable. C'est l'eau aussi, comme élément physique fondamental des ressources naturelles. Et effectivement, l'eau douce est un problème sur certaines parties de la planète. Et enfin, le dernier élément, c'est la biomasse. Donc la biomasse, ça comprend les forêts, les animaux, la culture, l'agriculture, les céréales, les fourrages. Et donc ça pose également un problème puisque certaines disparitions de terres arables fait que l'on a moins d'espace pour cultiver. Alors, il y a 10 ans, les gouvernements se sont mis d'accord pour définir 17 objectifs au niveau mondial. Et ces objectifs, vous les voyez, ils sont multiples. D'une part, c'est pour agir à mettre fin à la pauvreté, à partager ou à préserver la planète et faire en sorte que les êtres humains vivent égaux dans la paix et dans la prospérité, tout en veillant à ne laisser personne de côté. Donc, c'est l'engagement qui a été signé par plus de 190 pays en 2015. Et donc, c'était rentré en vigueur le 1er janvier 2016. Au niveau des entreprises, Trilux, lui, a sélectionné 5 ODD, Objectifs de développement durable, qui sont les suivants, qui sont un travail décent à croissance économique, une industrie innovante et infrastructure, ville et communauté durables, consommation et production responsable, et enfin l'ODD numéro 13, qui est lutte contre le changement climatique. Il est clair qu'une société comme Trilux, spécialisée dans l'éclairage, va beaucoup miser sur l'économie d'énergie, et c'est des thèmes qu'on va aborder tout à l'heure avec Lionel un peu plus loin. Alors nous allons passer maintenant à un autre sujet qu'on appelle la notion de RSE et de ESG. Et là, je vais plutôt laisser la parole à Lionel qui va vous en parler mieux que moi. Ouais, ces 17 objectifs des Nations Unies représentent ce que 190 États membres veulent atteindre d'ici 2030. Et pour atteindre ces objectifs, en tout cas ceux que Trilux a choisis, là où Trilux va apporter une contribution, eh bien, on va avoir différents leviers. Là, on avait globalement ce qu'il était bon de considérer, mais maintenant, quand on va parler de l'entreprise, on va parler de RSE. Et le RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises, et c'est la contribution volontaire des entreprises aux enjeux du développement durable dans leurs activités et dans leur interaction avec leurs parties prenantes. On va retrouver essentiellement 3 domaines, le domaine environnemental, le domaine social et le domaine économique. Alors, l'origine du RSE, on trouve déjà des premiers balbutiements vers 1950, mais aujourd'hui, pratiquement, il n'y a pas une seule société qui n'est pas consciente de sa responsabilité sociétale. Et en général, on va mettre en place un cadre qui va nous permettre d'agir dans cette bonne direction. Et ce cadre, en général, c'est l'ESG. Et donc, c'est un cadre qui est utilisé pour mesurer la performance non financière d'une entreprise en matière d'environnement, de société et de gouvernance. Et donc, on va bien retrouver sur le graphique que vous avez à l'écran l'environnement, le social et l'économique. Et si on veut pousser un petit peu plus loin, on peut parler de 7 principes ou thématiques de l'ESG. On va parler de la gouvernance de l'organisation, c'est-à-dire les organes qui vont diriger l'entreprise, les relations et conditions de travail, c'est-à-dire comment l'entreprise réalise un environnement propice pour ses salariés. Bien entendu, et ça ce sera un sujet sur lequel on va se focaliser aujourd'hui, l'environnement, mais on retrouve aussi la loyauté des pratiques, la protection des consommateurs, les communautés et le développement local. Ça, par exemple, pour Trilux, qui est une société, ce qu'on appelle le Mittelstand allemand,
particulièrement impliqué dans ce qui se passe localement, c'est un thème important. Donc, ces 7 thématiques sont reprises dans une norme qui est la norme ISO 29000. Alors, de ces 3 sujets au niveau de l'ESG, on va se focaliser un petit peu aujourd'hui sur l'environnement. Et au niveau de l'environnement, en fait, on va pouvoir, au travers de l'éco-conception, agir vers 2 piliers. Le premier, c'est préserver les ressources. Et le deuxième, c'est limiter les émissions. Quand on parle d'émissions, c'est bien entendu les émissions de gaz à effet de serre. Alors, l'éco-conception, elle est bien entendu régulée et au niveau de la communauté européenne, plusieurs règlements sont venus définir cette éco-conception. Mais l'éco-conception aussi, on la comprend en tant que posture, en tant qu'attitude au sein de l'entreprise et elle va nous guider pour nous aider à développer, à commercialiser des produits qui vont à la fois apporter une contribution au niveau de la préservation des ressources et aussi une contribution dans la limitation des émissions. Alors, comment réduire concrètement les émissions de CO2, Lionel? Alors, quand on parle de limiter les émissions de CO2, on parle de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, quand on parle de CO2, c'est en fait, si on était correct, c'est d'équivalent CO2, parce que ça permet au travers d'un seul marqueur, qui est le dioxyde de carbone, d'englober tous les gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre apportent une contribution au réchauffement climatique et on va s'employer à les limiter. Alors, la décarbonation, c'est dans la vie professionnelle de tous les jours un terme qu'on retrouve, que ce soit dans nos discussions avec d'autres entreprises, avec les pouvoirs publics, avec les organismes gouvernementaux. Et cette décarbonation, eh bien, elle est importante parce qu'elle va permettre à l'État, la France, d'atteindre ses objectifs. Alors, comme c'est important pour l'État, il a légiféré et il a mis en place un décret qui est le décret tertiaire. Et ce décret tertiaire, qui est paru en 2019, est le premier texte réglementaire à imposer aux bâtiments tertiaires existants une trajectoire de réduction progressive de leur consommation. Alors, cette réduction progressive s'affiche au travers du graphique et on voit que d'ici 2050, eh bien, il faudra avoir réduit de 60% la consommation d'énergie. Alors, réduire de 60%, par rapport à quoi? Eh bien là, la loi laisse une latitude aux entreprises. En effet, elles vont pouvoir décider de prendre un référentiel qui va être compris entre 2010 et 2022. Alors, la réponse que nous, Trilux, allons pouvoir apporter en tant que contribution pour atteindre ces objectifs, eh bien, notre levier principal va être l'efficacité énergétique de nos produits. L'efficacité énergétique de nos produits traduit, en fait, le nombre de watts à fournir au luminaire pour une quantité de lumière donnée. Et là, on affiche un chiffre qui est important puisque c'est 207 lumens par watt. Alors, je pense que ça parle à la plupart de nos auditeurs, mais au cas où, pour mémoire, eh bien, la lampe à incandescence, elle, avait par exemple une efficacité lumineuse de 10 lumens par watt. Puis lorsqu'est arrivée la LED, bien entendu, on a beaucoup progressé, mais au départ, les produits avaient des efficacités lumineuses de l'ordre de 60, 70, 80 lumens par watt. Et aujourd'hui, on a depuis nous 2024, on a présenté notre nouvelle famille de produits Line Pro à la foire Light and Building et on a passé pour la première fois la barre des 200 lumens par watt. Et ce qu'il faut préciser, c'est que ces 200 lumens par watt, ils sont d'autant plus intéressants que derrière, il y a un produit qui maîtrise bien les éblouissements, qui apporte une qualité d'éclairage. Parce que de balancer des lumens dans la nature, c'est très facile, mais d'atteindre une forte efficacité lumineuse avec
un système d'éclairage maîtrisé, c'est beaucoup plus complexe. On est bien d'accord. Alors, on vient parler de l'efficacité lumineuse, on vient parler de la contribution au décret tertiaire, et il faut savoir que le luminaire, eh bien, quand on va maintenant regarder son empreinte carbone globale, soit 90% ou plus de l'impact sur l'empreinte carbone va se poser pendant la phase d'utilisation. Et ça, c'est quelque chose à garder en tête parce qu'on va souvent regarder toutes les différentes phases du cycle de vie d'un produit. On reviendra plus tard sur la définition du cycle de vie. Mais ce qui compte, en fait, c'est pendant la phase d'utilisation parce que l'empreinte carbone d'un luminaire, à plus de 90%, se passe pendant sa phase d'utilisation. Alors, on vient parler d'efficacité énergétique, mais il y a deux thèmes qui reviennent souvent, c'est l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique. L'efficacité énergétique, c'est la capacité d'un système à faire ce qu'on lui demande en utilisant le moins de watts possible. Par contre, la sobriété énergétique, eh bien, elle représente l'effort collectif pour la réduction de la consommation d'énergie. J'aime bien ce terme d'effort collectif parce que très vite, elle va être associée, elle va être liée au comportement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour, déjà en utilisant des systèmes qui ont une forte efficacité énergétique, et bien pour malgré tout, encore diminuer la consommation d'énergie. Et là, le premier réflexe d'une entreprise comme Trilux, ça va être de dire, eh bien, il faut utiliser de la gestion d'éclairage. Et la gestion d'éclairage, vous avez quelques chiffres affichés à l'écran. On peut considérer que le passage d'un système traditionnel à un système LED va nous permettre d'économiser quelque part entre 50 et 60% de la consommation d'origine. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin en utilisant la gestion d'éclairage qui va s'appuyer sur deux éléments. Le premier, c'est la détection de présence et le deuxième, c'est la régulation en fonction de l'apport de lumière du jour. Alors, pour revenir sur les chiffres qui sont affichés à l'écran, eh bien, vous voyez qu'on va pouvoir encore gagner quelque part entre 10, 15, 20, peut-être 25% par rapport aux économies qu'on a déjà réalisées. Et j'employais le terme comportement parce que, eh bien, quand on va utiliser la détection de présence, quelque part, on dédouane un peu les utilisateurs d'un local, d'un bâtiment, d'avoir le comportement le plus juste pour contribuer à cette sobriété énergétique. Et on va utiliser des capteurs qui, en l'absence de personnes à l'intérieur d'un local, vont couper automatiquement la lumière. On peut créer des asservissements où lorsque quelqu'un va se déplacer dans un couloir, eh bien, les luminaires vont s'allumer au fur et à mesure qu'il progresse dans le couloir, mais vont s'éteindre aussi derrière son dos. Là, je parle d'un couloir, mais on pourrait parler aussi d'un parking. Alors, pour répondre à ça, parce qu'on est aussi là aujourd'hui pour parler de Trilux, Trilux développe depuis son origine des systèmes électroniques. Alors, au départ, c'était des systèmes électromécaniques, mais des systèmes électroniques pour piloter l'éclairage. Et depuis 10 ans, nous avons notre système LiveLink qui va permettre de piloter l'éclairage, que ce soit de manière filaire ou de manière sans fil. Et je pense que ce système est particulièrement intéressant pour deux raisons. Le premier, c'est parce qu'il permet de façon native, au travers du BACnet, de se relier à la GTC, GTB du bâtiment. Et le deuxième gros avantage, c'est que c'est un système qui va présenter la même interface utilisateur. C'est pour ça qu'on parle de LiveLink One, une seule interface qui, elle, indépendamment du nombre de luminaires à piloter, une pièce, plusieurs pièces, un étage, plusieurs étages, un bâtiment complet, va permettre de le faire au travers de la même interface utilisateur.
Et notre système est aussi prévu d'origine pour ramener des données dans le cloud et permettre, au travers d'une interface, une exploitation de ces données et même de piloter l'éclairage. Alors, j'ai commencé à parler du système LiveLink et de parler de la possibilité native de faire une liaison en BACnet, parce qu'on a aujourd'hui un décret sur le marché, le décret BAC, et qui demande d'avoir dans nos bâtiments une GTB, une GTC. Eric, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le décret BAC? Oui, tout à fait. Donc, même si ce décret BAC existe déjà depuis quelques années, il avait fixé à partir du 1er janvier, pour tous les bâtiments dont la puissance sont supérieures à 290 kW, une imposition de mettre un système de GTB. Et il faut faire attention parce qu'au 1er janvier 2027, la puissance va baisser puisque tout bâtiment supérieur à 70 kW devra avoir obligatoirement un système de GTB. Et donc, pour pouvoir piloter, pour pouvoir optimiser les consommations en temps réel du chauffage, de la clim, de l'éclairage, bien sûr. Et donc, on s'aperçoit depuis quelque temps que beaucoup d'entreprises nous consultent pour rapidement mettre en place des systèmes de gestion parce que ça a été un peu mis de côté, les gens ont un petit peu oublié ce décret, et alors qu'il a une importance stratégique dans la limitation des gaz à effet de serre et dans la décarbonation. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres du marché aujourd'hui. Si on regarde le marché ces 2-3 dernières années, on a indéniablement un marché qui, en valeur, est en déflation. Eh bien, si on regarde aujourd'hui à l'intérieur de ce marché en déflation, le comportement des systèmes ou des projets dans lesquels va intervenir un pilotage de l'éclairage, on voit que là, par contre, on est sur des croissances de plusieurs pourcents par an et pour certaines entreprises même de 2 digits, parce que c'est vraiment la tendance. Et aujourd'hui, quand on regarde la transition LED, il y a encore beaucoup de travail. Il y a une étude Ceren menée par le syndicat de l'éclairage qui met bien en évidence qu'il y a encore du travail à faire. Mais néanmoins, pour les plus vertueux, ceux qui ont commencé très tôt, eh bien, on voit que grâce justement à ce pilotage, on peut aller encore chercher une contribution aux économies d'énergie. Parfait. Alors, troisième thème, Lionel, c'est préserver les ressources. Donc, comment fait-on pour préserver les ressources qui nous sont tellement précieuses? Alors, on avait présenté il y a quelques slides une représentation montrant l'éco-conception, c'est-à-dire la matière grise qu'on va mettre dans la conception de nos produits, et 2 axes d'intervention. Le premier qui était de limiter les gaz à effet de serre, la décarbonation. On a parlé d'efficacité énergétique, on a parlé de sobriété énergétique, mais il y a encore un volet qui est tout aussi important, peut-être plus, parce que moi, ce qui m'a frappé dans ce que tu as présenté au début, c'est ce graphique qui met en évidence à quel point nos matières vont se raréfier. Et quand tu l'as présenté, tu as parlé de l'aspect pour la planète, pour la Terre, mais je pense que avant d'être confronté à l'épuisement total, on va être confronté à l'aspect politique, c'est-à-dire de la répartition de ces matières premières et des pays qui peuvent en disposer ou ne peuvent pas en disposer. Et je pense que quand on a ça à l'esprit, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et des tensions qui existent déjà, on voit à quel point cette deuxième branche, à côté de la décarbonation, qui est de préserver les matières premières, est important pour nous aujourd'hui. Alors, pour resituer en fait notre action, j'ai choisi d'afficher un graphique que j'aime bien parce qu'il représente pour moi les 10 niveaux de l'économie circulaire. Et si vous regardez sur la gauche, vous voyez qu'au départ, on a une économie linéaire et plus on va réaliser d'opérations, plus on va aller vers une économie circulaire. Et le premier principe de l'économie circulaire, eh bien, c'est
d'essayer de ne pas utiliser du tout de matières premières vierges. Alors c'est un peu difficile quand on veut construire des luminaires, mais on peut malgré tout définir 3 clusters dans ce tableau. Les niveaux de circularité les plus élevés, c'est ce que vous avez à droite, l'explication que vous avez à droite de l'écran. Donc c'est les niveaux 8 à 10, c'est-à-dire refuser, réduire, repenser, eh bien, correspondent à une utilisation et une fabrication la plus intelligente du produit. Et quand on voit le terme repenser, on peut tout de suite faire l'association à l'éco-conception. Dans la partie moyenne, qui sont les steps de 3 à 7, donc c'est-à-dire réemployer, réparer, rénover, refabriquer et réutiliser, eh bien là, on est clairement dans une action sur la durée de vie du produit. Et enfin, les derniers niveaux, les niveaux les plus bas, 1 et 2, qui sont recyclés et récupérés, correspondent au recyclage et à la valorisation énergétique des déchets. C'est ce que j'aurais tendance à appeler le dernier recours. C'est-à-dire quand on n'a pas pu réparer, quand on n'a pas pu réemployer, eh bien, il faut quand même malgré tout, dans la conception des produits, faire en sorte que le démantèlement et le recyclage soient le plus vertueux possible. Alors, j'ai choisi au travers de cette introduction de pouvoir parler de quelques aspects qui, on le voit aujourd'hui sur le marché, sont importants. Là, vous avez à l'écran le terme réemployé. On va parler aussi de réparation, de réparabilité. Mais je pense que dans la prolongation de la durée de vie des équipements, le terme réemployé est certainement un des plus importants et on voit une réelle dynamique sur le marché. Alors, une réelle dynamique, pourquoi? Et là, on a pris le parti de représenter toutes les sphères d'influence actuellement vis-à-vis de ce terme réemployé. Alors, le premier pour moi, c'est celui qui est au centre, qui est une obligation et qui est la loi anti-gaspillage. Il faut vraiment avoir conscience que la France, au sein de la communauté européenne, a adopté une position qui est une position valeureuse, qui est une position volontaire et emmène le pays un petit peu plus loin. Alors, c'est une loi qui est quand même complexe, qui a de nombreux volets. Et alors, de toute façon, tous les sujets que nous avons aujourd'hui, on ne peut pratiquement que les effleurer, mais c'est un peu le but, c'est de dire, voilà, c'est quoi pour nous, pour Trilux, le développement durable? Eh bien, je vais reprendre un seul article de la loi anti-gaspillage, qui est l'article 58. Cet article 58 demande à la commande publique l'acquisition, dans certaines catégories de produits, de biens issus du réemploi. Et les biens issus du réemploi, eh bien, la commande publique devra couvrir jusqu'à, par exemple, 30-40% dans un projet avec les biens du réemploi. Je reviens quand même sur la loi AGEC parce qu'elle définit aussi, et c'est quelque chose que j'avais à cœur de préciser, elle définit ce que c'est le réemploi. Le réemploi, un produit réemployé, c'est un produit qui n'est pas encore déchet et qui est utilisé à nouveau. Et ce terme « utilisé à nouveau » veut dire qu'il a déjà utilisé. Et par définition, eh bien, s'il a déjà été utilisé, ce ne sont pas les fins de stock, les gammes restantes, tout ce qu'on appelle, nous, bad stock. Ça ne rentre pas dans l'image du réemploi. Néanmoins, de pouvoir utiliser ces produits, de ne pas les mettre, de ne pas les transformer en déchets est essentiel, mais au terme de la loi, on ne pourra pas les flécher comme étant du réemploi. Donc voilà, je laisse tomber la loi AGEC et je vais passer à, en fait, la RE 2020. La RE 2020, elle concerne les bâtiments neufs et elle introduit une notion qui est vraiment particulière, puisqu'elle va dire que des produits issus du réemploi ont une empreinte carbone zéro.
Alors pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on construit un bâtiment, on va calculer ce qu'on appelle un ICC. Et là, pour les années qui viennent, l'ICC max acceptable diminue d'année en année. Donc, les produits du réemploi sont déjà aujourd'hui et vont l'être à l'avenir un vecteur important pour permettre de rester en dessous de ces valeurs d'ICC. Et là, pour conclure sur la partie RE 2020, je voudrais apporter une précision que je considère essentielle dans la compréhension. La RE 2020 dit un produit issu du réemploi a une empreinte carbone zéro. Et j'aurais tendance à dire derrière, oui, mais c'est uniquement pour ce qui ne concerne pas la phase d'utilisation. Donc on voit que pour un luminaire, la phase d'utilisation, 90%, c'est l'empreinte, elle va influencer à 90% en plus l'empreinte carbone. On voit que, eh bien, la partie restante est relativement faible. Néanmoins, si c'est un luminaire du réemploi, eh bien, il va apporter une contribution zéro dans le calcul de cette ICC. Alors, je parle aussi du CSTB parce que le CSTB a, il y a quelques années, conduit un projet qui s'appelle Spirou, et qui n'a rien à voir avec la bande dessinée, mais ce projet Spirou a permis de définir dans des catégories de produits une méthodologie pour les transformer en produits du réemploi utilisables à nouveau. Et je trouve que c'est toujours un peu gênant dans quelque chose qui est nouveau, qu'il n'y ait pas des garde-fous. Et là, je trouve que le CSTB, par son approche, a mis un certain nombre de garde-fous et il y a une approche pour le luminaire. Alors, j'ai mis encore deux choses sur lesquelles je vais essayer de passer rapidement. Le premier, les aspects juridiques. Un produit du réemploi, on veut quelqu'un qui décide dans son bâtiment de mettre un produit du réemploi va se poser tout de suite deux questions. C'est qu'est-ce qui se passe au niveau des assurances et qu'est-ce que j'ai comme garantie sur ce type de produit? Eh bien, la FIEC a vraiment travaillé en profondeur sur ce type d'aspect et on pourra s'inspirer de ce rapport pour positionner le réemploi en termes de responsabilité. Et enfin, je voulais citer les éco-organismes. Alors, nous, Trilux, nous sommes adhérents d'écosystèmes, mais nous sommes aussi administrateurs. Et aujourd'hui, les éco-organismes, au travers de leur agrément, lorsqu'ils ont été créés, leur fonction essentielle était de collecter. Mais aujourd'hui, le gouvernement leur demande également une action dans le réemploi et une action dans la réparation. Si on regarde le réemploi, eh bien, l'éco-organisme va devoir atteindre des objectifs. Si on prend maintenant la catégorie de produits qui nous concernent, ça va être d'atteindre 2% des tonnes mises sur le marché l'année précédente. C'est un peu spécial parce qu'un éco-organisme a toujours la vue déchet. Nous, on va parler en produits, en lumen, en valeur. L'éco-organisme, lui, parle en tonnes de déchets. Et donc, il va devoir prendre des mesures qui vont permettre d'atteindre, de prouver qu'on a atteint un réemploi de l'ordre de 2%. Et pour ça, c'est pour ça que j'ai parlé de subvention, eh bien, il va être prêt pour des opérations de réemploi, à financer ces opérations. Alors, c'est encore modique, c'est de l'ordre de 50 à 80 euros la tonne selon les conditions, mais je trouve que c'est un signal fort pour montrer où va le voyage. Alors, je crois qu'on a une réponse à tous ces aspects. Voilà, alors vous remarquerez le smiley, on n'a pas pu s'empêcher de dire, effectivement, Trilux, et on va vous le démontrer par ce qui suit, eh bien, nous apportons une bonne solution ou plusieurs solutions à ces sujets. Alors, pour réemployer, on va distinguer chez nous trois niveaux. Le premier, c'est le kit rétrofit. Il est intéressant parce qu'il va permettre, avec un élément qui est conçu, construit en usine, prêt à l'utilisation, eh bien, sur un chantier, plutôt que de démonter les luminaires, de venir enlever la partie, en général, c'est une partie fluo, et de mettre à la place, pour ce luminaire, prévu spécialement pour ce luminaire, une partie LED qui va permettre d'avoir les performances d'aujourd'hui, mais sans avoir
la logistique de démantèlement et en permettant de préserver en général l'enveloppe du luminaire. Alors on trouve sur notre site internet aujourd'hui des éléments déjà pour plusieurs familles de produits. Ensuite, il y a le remanufacturé. Eh bien, dans ce cas-là, on va reprendre le luminaire, on va l'emmener en usine et on va lui redonner une nouvelle vie. On peut comparer ça en fait à un échange standard de moteurs. Et ensuite, on va remettre ce luminaire sur le marché, donc on va le vendre, fléché réemploi, mais avec un énorme avantage, c'est qu'il aura des performances qui sont des performances nouvelles. Et je vous rappelle, on parlait à un moment donné de la barre des 200 lumens par watt, et donc on va avoir un produit qui aura peut-être 10 ans, mais qui aura aujourd'hui une performance énergétique de l'ordre de 180, 190, 200 lumens par watt. Et le troisième volet sur lequel nous agissons aujourd'hui, c'est le reconditionner. C'est-à-dire que dans le cadre d'une opération de rénovation, on va récupérer les luminaires et on va se rendre compte, et pour suivre l'actualité de manière très, très précise, on voit que ce n'est pas rare de trouver des bâtiments qui, au bout de 2 ans, sont démantelés. C'est-à-dire qu'on a une partie des équipements ont été remplacés à 2 ans, le propriétaire, le locataire change, il décide de faire quelque chose de complètement différent, et là, on va récupérer des équipements qui ont peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans d'âge. Eh bien, ces produits-là, on va les reconditionner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les récupérer, on va les tester, on va bien entendu les nettoyer, on va les réemballer. S'il y a des pièces un peu particulières, qui sont des pièces à risque, comme les suspensions, on va remettre des nouvelles suspensions et on va de nouveau recommercialiser ces luminaires. Et ça, on peut le faire de 2 manières. On peut le faire nous-mêmes, mais on a aujourd'hui aussi des partenaires qui sont en mesure de faire ça. Et pour n'en nommer qu'un, la société Proclus, qui aujourd'hui propose, non seulement dans le domaine du luminaire, mais aussi dans le domaine de la CVC ou dans le domaine des disjoncteurs, des produits reconditionnés pour lesquels on aura la certitude que le produit a été testé selon des opérations bien précises et pour laquelle l'entreprise Proclus s'engage avec un label de qualité. Alors, quelque part, le réemploi, il y a un petit clin d'œil à la réparation. Et la réparation, je pense que c'est un retour aux sources. Je pense que c'est plus qu'une tendance, ça devient une obligation dans certains secteurs. Et si on regarde les D3E ménagers, on voit qu'il y a dû y avoir la mise en place d'un fonds de réparation, il y a dû y avoir la qualification de réparateurs. Donc, ça s'est produit dans le ménager et ça va arriver dans le professionnel. Et nous, depuis longtemps, on considère chez Trilux que la réparabilité est un élément important. Et ces dernières années, on s'est employé à mettre des luminaires sur le marché qui sont complètement réparables. Et là, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui le luminaire Tugra, dont vous voyez une vue éclatée, j'allais dire explosée, non, ce n'est pas ce que je voulais dire, une vue éclatée dans laquelle chacun des éléments du luminaire est identifié. Et on prend cela très au sérieux. Et vous allez voir que non seulement on qualifie le luminaire de réparable, mais nous documentons cette réparabilité. Et je vous invite tous, si vous êtes intéressés par le sujet, à faire cette manipulation qui est décrite à l'écran. Dans la notice de montage, vous avez au niveau des instructions, vous avez à un moment donné un lien qui vous est indiqué sur www.trilux.com/écodesign. Et si vous allez sur cette page et que vous rentrez le code produit, vous allez accéder à des instructions de réparation. Donc, là, on a bien une boucle, on a bien quelque chose de circulaire où on a créé, et là on revient à la notion d'éco-design, on a créé un produit qui est prévu pour être réparé et finalement, nous documentons la réparation de ce produit. Alors, il aurait été un peu ballot de mettre tout ça en place sans
quelque part, l'afficher clairement. Et cet affichage, c'est aujourd'hui la promesse de disponibilité. Cette promesse de disponibilité, eh bien, elle représente un engagement fort de Trilux à dire, voilà, après l'édition du dernier bon de livraison, je fournis encore le luminaire ou un luminaire équivalent pendant 10 ans et je fournis encore pendant 15 ans les pièces détachées qui vont permettre de réparer le luminaire et de prolonger cette durée de vie. Alors nous, en interne, on a toujours l'habitude d'appeler ça 5, 10, 15 parce que c'est facile à mémoriser. 5 ans, c'est aujourd'hui la garantie, la durée de garantie contractuelle que l'on donne sur nos produits. 10 ans, c'est notre engagement de fournir le produit après l'émission du dernier BL. Et 15 ans, c'est la durée de fourniture des pièces détachées. Engagement qui est très peu sur le marché. Oui, on est vraiment le leader dans ce domaine-là, tout au moins en affichant cet engagement clairement vis-à-vis de nos clients. Alors là, j'ai voulu faire un petit clin d'œil, je ne vais pas m'attarder très vite, mais ça fait rigoler, mais quand on vieillit, on arrive parfois à se définir non pas par rapport à ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. C'est aussi important. Et on a parlé de réparation, et je trouve aujourd'hui gênant, Dieu merci, ça ne concerne pas encore le luminaire, mais d'afficher un index de réparabilité. Pourquoi? Parce qu'il a été créé avec une pensée vertueuse, c'est de dire, mettons maintenant sur le marché des produits qui sont réparables. Mais le fait d'afficher ça comme on affiche un index d'efficacité énergétique conduit parfois le consommateur à des réflexes un peu pas suffisamment réfléchis. Parce que à quoi ça sert d'avoir un produit qui est super réparable, mais qui tombe toujours en panne? Et je pense qu'aujourd'hui, quelque part, il est plus sain de parler de durabilité. Et là, je voulais simplement souligner que, eh bien oui, Trilux va mettre des produits réparables sur le marché, mais ce qui est un vecteur aussi important dans la préservation des ressources, c'est la durée de vie du produit, c'est-à-dire le temps que l'on va pouvoir utiliser ce produit. On peut parler de prolonger la durée de vie, mais c'est très bien déjà quand la durée de vie elle-même est longue. Et là, il faut souligner un petit peu la bonne influence des produits LED, c'est qu'aujourd'hui, on trouve sur le marché des produits qui montent jusqu'à 100 000 heures. Alors, je pourrais ouvrir une parenthèse sur les fabricants qui aujourd'hui indiquent des durées de vie qui vont au-delà de 100 000 heures, mais ce serait un vaste thème. On en a déjà beaucoup discuté tous les deux, et je pense qu'il faut passer à la partie suivante. Alors, cette slide suivante, elle est importante pour moi parce que on a parlé de réparation, on a parlé de réemploi, mais il y a aussi l'aspect recyclage. Et nous sommes un des premiers, si pas le premier fabricant à proposer, déjà depuis plus d'1 an maintenant, pratiquement 2 ans, un produit 100% en matière recyclée. Donc, il s'agit d'un luminaire étanche. Ce luminaire étanche, et le petit clin d'œil, c'est qu'on a choisi de faire le corps du luminaire en verre pour bien véhiculer cette idée de vertueux. Et donc, tant le diffuseur, ce qu'on appelle nous couramment la vasque, que le corps du luminaire est fait en plastique recyclé à 100%. Notre action au niveau de ce qui est de recycler, bien, on va la traduire par ce luminaire, mais on a d'autres actions que l'on peut faire pour préserver les ressources. Et une des actions qui est importante, c'est de limiter la quantité de matière utilisée pour les emballages. Alors là, on a un bel exemple, c'est qu'entre la génération précédente et la nouvelle génération de chemins lumineux, eh bien, on a été capable de réduire de 50% la quantité de matière utilisée. Et là, j'ouvre une autre parenthèse, je quitte le monde de l'environnement, parce que réduire de 50% la quantité d'emballage va aussi avoir un impact sur le temps de montage du produit, parce que bien entendu, ces déchets d'emballage, déjà, il faut déballer
et puis il faut les évacuer du chantier. Donc ça veut dire, si on réduit 50%, ça veut dire moins de bennes, ça veut dire un temps d'installation plus rapide, et donc il y a un effet qui est aussi monétaire pour le client. Bien entendu, quand on va parler d'emballage, on a l'aspect des matières plastiques, et depuis 2021, on s'emploie à supprimer successivement toutes les matières plastiques dans nos emballages. Et enfin, bien entendu, on privilégie aujourd'hui l'utilisation de matières recyclées pour la fabrication de nos emballages. Alors, je souhaitais en parler brièvement parce que je reviens à cette hiérarchie des 10 R que l'on avait présentée. Et s'il faut se pencher sur la réparation, s'il faut se pencher sur le réemploi, la notion de recyclage et de collecte est importante. La REP, c'est la responsabilité des entreprises et il faut que, au travers de cette REP, eh bien, on se soucie en tant que fabricant de ce qui se passe avec nos produits une fois qu'ils sont en durée de vie. Et l'ensemble de la profession, en tout cas les entreprises vertueuses, adhèrent à un éco-organisme, et cet éco-organisme fait en sorte que les produits qui sont en fin de vie soient collectés. Et je voulais juste, pour situer un peu ça, aujourd'hui, en ce qui concerne l'ensemble des D3E Pro pour lesquels les luminaires font partie, eh bien, on a atteint en 2025 le taux de collecte de 65%. Ça veut dire qu'en tant que fabricant, l'ensemble des players de la profession ont atteint cet objectif qui avait été fixé par le gouvernement. Alors, je parle du présent, je parle aussi de l'avenir, je voulais le souligner. Trilux est vraiment engagé dans cette démarche d'éco-design et on a participé à un projet qui était très intéressant avec la société Inventronics, avec un gestionnaire de déchets qui est Interzero, avec l'Institut Fraunhofer, qui est un peu le CNRS allemand, et puis le ministère de l'économie, pendant 2 ans, pour identifier et qualifier un certain nombre de pistes pour renforcer les aspects clés du développement durable dans la fabrication des produits et des luminaires et la valorisation des déchets. Et bien entendu, quand on parle d'éco-conception, eh bien, tout ce qu'on a pu collecter et identifier dans ce projet va être mis en place dans notre réflexion d'éco-conception. Quatrième thème qui est celui-là très important puisque beaucoup de nos clients nous posent des questions sur ces fameuses fiches EPD. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur ces fiches EPD, Lionel? Alors, il nous reste 10 minutes, oui, donc ça sera un éclairage qui est très superficiel, mais on ne pouvait pas parler de développement durable sans aborder le terme des EPD, donc Environmental Product Data, déclaration environnementale produit en français. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui s'est un peu emballé récemment, et c'est une bonne chose, parce que c'est quelque part un prolongement de la carte d'identité d'un produit, mettant en évidence son impact sur les ressources et sur le réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on détermine, alors ça c'est la base, c'est l'analyse du cycle de vie. Donc un produit, eh bien, il va falloir déjà récolter les matières et fabriquer les matières qui vont permettre de fabriquer le produit. Il va falloir les transporter, il va falloir fabriquer le produit, il va falloir le transporter à nouveau, il va falloir l'installer. Et pendant toutes ces phases, eh bien, tant au niveau du produit que de ce qui gravite autour, eh bien, on produit des gaz à effet de serre et on utilise des matériaux. Ensuite vient la phase d'utilisation, je rappelle, les 90% ou plus en termes d'empreinte carbone du luminaire pendant la phase d'utilisation, donc on va être dans la phase B2. Il y a la partie maintenance en B6,
Et enfin, il y a tout ce qui est la partie fin de vie, où on va avoir le recyclage et éventuellement l'utilisation de matières recyclées. Et donc, on va considérer vraiment l'ensemble des opérations depuis la naissance du produit jusqu'à sa fin de vie. Et on va créer des indicateurs qui vont permettre de juger de la qualité environnementale du produit. Alors, c'est très complexe et il y a un certain nombre d'impacts pris en place. Alors là, je voulais vous présenter, pris en compte, pardon. Je vais les présenter à l'écran. Je vais me concentrer sur deux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le GWP. C'est le Global Warming Potential. C'est la contribution au réchauffement climatique en kilogrammes d'équivalent CO2. Je rappelle, équivalent CO2 parce que ça englobe l'ensemble des gaz à effet de serre. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'abiotic depletion potential. C'est le potentiel d'appauvrissement des ressources abiotiques. Et ça, c'est très difficile à se représenter, mais on a choisi un élément qui est l'antimoine, et on va ramener l'ensemble des composants d'un produit, un luminaire, un disjoncteur ou autre, à des poids équivalents en antimoine. Alors, bien entendu, on pourrait parler de l'impact du produit sur l'épuisement des sols, sur l'impact sur l'eau, mais je vais vraiment rester sur ces deux sujets. Et si on passe à la slide suivante, là, je voulais présenter concrètement une fiche produit, une fiche PEP Trilux. Alors, fiche PEP, dans les fiches PEP, il y a plusieurs organismes, il y en a dans différents pays. Et celui que nous a choisi, que la profession de l'éclairage a choisi en Europe, c'est PEP Ecopasseport. Donc, nos fiches produits vont être réalisées, ces déclarations vont être réalisées et vérifiées, c'est ça qui est important, par un organisme neutre. Et ici, c'est PEP Ecopasseport avec son standard. Et avec une particularité pour la France, c'est que on va publier dans une banque de données nationale, qui est INIES, eh bien, l'ensemble de ces données, et on pourra retrouver pour les produits de l'ensemble des produits du bâtiment, dans cette base de données INIES, les caractéristiques de ces produits. Alors, sur la partie gauche de l'écran, vous avez un peu les généralités. On va retrouver un point important, c'est quel est le produit qui a permis de réaliser l'analyse, parce que ensuite, s'il y a d'autres produits dans la gamme et qu'on a créé une fiche pour une famille de produits, eh bien, on va avoir des coefficients. Et on va aussi, indépendamment des caractéristiques du produit, ramener ça à ce qu'on appelle une unité fonctionnelle. Et l'unité fonctionnelle dans l'éclairage, ça sera 1000 lumens et 35 000 heures. Donc, pour terminer, là, vous retrouvez sur la page de droite ce que je viens d'exprimer, les 1000 lumens, 35 000 heures, et aussi l'utilisation de coefficients pour permettre de calculer les valeurs réelles des autres luminaires de la gamme. Et j'ai indiqué dans la lecture, si à un moment donné, on veut se faire une idée de l'empreinte carbone en kilogrammes de CO2 équivalent du produit, eh bien, on va la trouver dans la colonne totale, celle qui est marquée verticalement en vert, et sur la ligne qui est Global Warming Potential total. Et donc, le chiffre qui est là donne une idée de l'empreinte carbone du luminaire au cours de sa durée de vie. Alors maintenant, je te relaisse un petit peu. Alors effectivement, on va vous expliquer maintenant pourquoi Trilux est pleinement impliqué dans le développement durable. Donc, Trilux est déjà certifié par des organismes indépendants. Le premier qui est connu au niveau international, c'est EcoVadis, hein, qui vérifie et certifie dans quelle mesure les principes de la RSE sont intégrés dans la vie d'une société et la commercialisation des produits. Il y a 21 indicateurs répartis en 4 thèmes: l'environnement, le droit du travail et de l'homme, l'éthique et achat durable. Donc pour EcoVadis, depuis un an, Trilux a été certifié Platinum,
Alors, il y a quelque chose à expliquer au niveau Platinum, et tu as parlé justement de l'EcoVadis. Moi, ce que je pense qui est important, c'est le nombre de points. Donc, cette distinction, tout à fait. Platinum, on l'a obtenue grâce à 81 points, et on est devenu Platinum parce que Platinum représente les 1% de l'ensemble des sociétés et auditées par EcoVadis et qui ont atteint cette note ou une meilleure. Mais comme c'est toujours le 1% des meilleures entreprises, c'est susceptible d'évoluer au cours du temps et ça va obliger les entreprises à augmenter leur performance. Et on peut espérer que Trilux va passer à un moment donné de 81 à 84 ou 85. Tout à fait. Deuxième certification, c'est une certification qu'on appelle Climate Choice. Alors, on appelle, excusez-moi, je prendrai bien la parole. Parce qu'en plus, ça tombe bien, ça vient d'un organisme allemand basé à Berlin en plus. Alors, ce Climate Choice, c'est une entreprise, c'est un organisme qui accompagne les entreprises dans leur décarbonation et dans la décarbonation de la supply chain. Et aujourd'hui, nous avons reçu la distinction argent par Climate Choice. Et quand on parle de Climate Choice, moi, j'aime vraiment bien citer leur claim, leur vision. Ils disent, alors je vais le dire en anglais, c'est « Every buying decision is a climate choice ». Et c'est vrai, chaque décision d'achat, en fait, a une influence sur le climat. Je te propose de passer… Alors, les deux autres certifications sont bien sûr hyper importantes, puisque c'est des certifications ISO. ISO, ce sont des normes faites par une organisation internationale de normalisation. Donc, ce qui est très connu et qui est lié au management environnemental, c'est la 14001. Et l'autre norme ISO 50001 est plutôt liée à un guide pour réduire les consommations d'énergie et tout en contribuant à réduire l'empreinte carbone. Voilà. Donc, ces deux normes sont naturellement connues au niveau international. Alors, le Sustainability Report, c'est devenu aujourd'hui… Alors, on n'est pas encore dans la CSRD. Alors, vous voyez qu'on a fait quand même quelques choix. On ne vous a pas parlé scope 1, scope 2, scope 3. Pourtant, Trilux a une stratégie de décarbonation et de réduction, tant sur le scope 1 que le scope 2 que le scope 3, son empreinte carbone. Vous retrouverez ces éléments dans notre rapport de Sustainability, donc de développement durable 2023-2024. On mettra les liens dans le chat. Mais moi, ce que je souhaitais souligner, donc déjà, c'est l'existence de ce rapport, mais c'est aussi le fait que le premier rapport qu'a fait le groupe remonte à 2012. En fait, il a été réalisé en 2012. Et ça montre qu'à l'époque où ce n'était pas encore imposé, Trilux était déjà actif dans ce domaine-là. Et je pense que c'est vraiment une des caractéristiques de notre stratégie. Très bien. Il faut maintenant conclure, puisqu'il est déjà quasiment midi. Donc, si on devait résumer cette heure de discussion sur le développement durable, quels seraient les points les plus importants à retenir, Lionel? Alors déjà, nous sommes une société germanique, donc il n'est pas quasiment midi, mais il est midi 1, pour être précis. Et donc, je vais essayer de le faire en une minute. Donc, ce que je vous demande de retenir aujourd'hui, à l'issue de ce webinaire, c'est Trilux, c'est une entreprise dont l'engagement RSE est primé par des organismes tiers. Et pour moi, c'est important que ce soit des organismes tiers. Retenez Platinum EcoVadis avec 81 points et Climate Choice Silver. Ce que je souhaite aussi, c'est que vous reteniez que Trilux est une entreprise misant depuis des décennies sur la performance énergétique de ces luminaires. Et moi, déjà, quand j'ai commencé il y a très longtemps en arrière, on avait encore des ballasts ferromagnétiques et Trilux se distinguait de ses compétiteurs en utilisant des ballasts de faible perte. Donc, c'est vraiment cette notion d'efficacité énergétique sans compromis vis-à-vis du confort visuel
est quelque chose qui est bien imprimé dans notre génome. Alors, je te laisse peut-être le point 3. Oui, tout à fait. Ben, c'est le fameux engagement dont tu as parlé sur la disponibilité des produits et des pièces détachées. Donc cet engagement du 5, 10, 15 est pour nous une valeur fondamentale et c'est quelque chose que l'on met en avant à chaque visite auprès de nos clients et qui a un écho aujourd'hui, puisque pouvoir proposer des luminaires dont on peut encore avoir des pièces détachées 15 ans après, c'est quelque chose qui nous met en avant par rapport à beaucoup d'autres sociétés. Alors le point 4, je me le réattribue parce que c'est quelque chose qui me passionne, ce thème du réemploi. Vous avez vu qu'on a aujourd'hui une offre réelle dans le réemploi et qu'elle est déclinée en 3 axes: le rétrofit, le reconditionné et le remanufacturé. Et enfin, je te laisse le mot de la fin. Parfait. Donc, la dernière chose importante à connaître, c'est qu'effectivement, Trilux est innovant puisqu'on propose des produits 100% recyclés. C'est le cas du luminaire étanche dont tu as parlé tout à l'heure, le luminaire étanche RCI, qui veut dire recyclé. On a pris des déchets issus de l'industrie automobile pour fabriquer le corps et des déchets issus des bonbonnes d'eau pour fabriquer le diffuseur à la vasque. Donc voilà, on a réussi la performance de tenir exactement l'heure que nous étions fixés. Donc j'espère que ce webinaire a été intéressant pour vous. J'espère que bien, on a pu vous apprendre des choses et de créer en fait le lien et de vous montrer à quel point l'entreprise Trilux est en avant et est vraiment à cœur de faire progresser ces sujets sur le développement durable. Je pense qu'il y a pu y avoir des questions, mais qu'on a convenu de répondre à ces questions à l'issue du luminaire. Donc, du webinaire, pardon, merci. Et donc, pour les remerciements, je vais te laisser la parole parce que c'est quand même toi le grand organisateur. Ben, écoutez, merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir écouté pendant plus d'1 heure cette intervention. Sachez qu'on a une équipe de commerciaux dans toute la France, donc si vous avez des questions liées au développement durable, n'hésitez pas à faire appel à eux. Autrement, vous pouvez également nous consulter, Lionel et moi. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Bon appétit, excellente journée. Au revoir. Au revoir.